La motion de censure sera-t-elle effective ou pas? Les opinions des députés au sein de l'Assemblée nationale se divergent. À part le contrôle des passagers atterrissant sur le sol malgache, le ministère de la Santé semble ne disposer d'aucune stratégie contre la menace sérieuse constituée par la fièvre Ebola. Au Mexique, le siège du Parti de la Révolution démocratique de l'État du Guerrero a été réduit en cendres. Les manifestants exigent la démission du gouverneur de l'État ainsi que des réponses après la disparition de 43 étudiants. Du grand spectacle arrive sur Canal+. La voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Bonsoir et bienvenue à tous. La motion de censure sera-t-elle effective ou pas? Les opinions des députés au sein de l'Assemblée nationale se divergent. Les rumeurs ont circulé dans les couloirs qu'une question de corruption afin de faire disparaître ce projet est en cours. Nombreux sont ceux qui sont convaincus jusqu'ici que la motion de censure est la seule solution. Les députés ont procédé à une réunion depuis hier soir sur cette question de motion de censure. Jusqu'ici, aucune décision n'est sortie. Chaque député a leur propre version. Plusieurs situations peuvent être interprétées. Une des raisons de l'hésitation des députés. D'autres devront déposer leur démission lorsque le gouvernement s'écroulera. Malgré cela, la majorité des députés sont convaincus que la motion de censure est le seul issue. Un groupe de 87 députés, dont la majorité appartiennent au groupe parlementaire MAPAR, vont rassembler leurs forces afin que cette motion de censure soit effective. La commission plénière effectuée par les députés aura son coup d'envoi demain à Timazaz. La situation à l'Assemblée nationale évolue rapidement. D'après les informations, 75 signatures sur la mise en place de la motion de censure ont été déjà récoltées. Le dialogue entre les 102 députés reste cependant un problème. Les rumeurs ont circulé dans les couloirs d'une question de corruption afin de faire disparaître ce projet qui est en cours. 70 ménages de la commune Batumang ont pu bénéficier d'électricité ce jour. La journée mondiale de l'énergie a été pour la première fois célébrée à Madagascar. Plusieurs personnalités publiques ont honoré de leur présence. L'ancien ministre de l'énergie Fienena Richard a affirmé que le taux de nécessité en électricité à Madagascar a connu une hausse. Entre autres, le délestage qui crée actuellement une polémique n'a jusqu'ici aucune solution. Et puis les criquets sont revenus dans la capitale. Il s'agit là des survivants de l'invasion de septembre. Depuis un mois, ils ont eu le temps de proliférer. Depuis début octobre aussi, les surfaces traitées ont atteint 1000 hectares dans la région de Tirun-Madidi. Gaëtan Gislav. Depuis 2 jours, les criquets migrateurs font de nouveau parler d'eux, après avoir disparu un mois de l'actualité. Hier, ils ont été autour de l'aéroport à Lanière, Ivat et dans la Varadjan. Aujourd'hui, ils s'en sont pris à la commune rurale d'Ambudachim, à 30 km de la capitale. Un autre essaim a été aperçu venant de la commune de Tiafa. Selon les spécialistes de la lutte anti-acrédienne, ce sont les survivants des essaims qui ont survolé Antananarive et périphérie en septembre. 1000 hectares ont été traités lors de cette invasion. En 2 jours, les services anti-acrédiens ont déjà déversé des insecticides sur 80 hectares. Les criquets n'en meurent pas tout de suite et commencent à pondre.
Des larves commencent à apparaître et elles constitueront le prochain objectif. La lutte s'engage alors que les cultures commencent à verdir. Selon les sources, le budget de la lutte anti-acrédienne a été multiplié par 2. La BAD, Banque africaine du développement, a déjà octroyé 1 million de dollars, dont les 2 tiers pour la lutte contre les essaims et le tiers restant pour le soutien aux zones les plus infestées, comme Turmandid et Ioussi. Un projet de lutte initié en 2013 contre les bandes larvaires va être poursuivi jusqu'en 2015. En fin d'après-midi, les essaims ont été aperçus dans la banlieue d'Antananarivo, à Ampitatavk et Fenoarivo. Ils se dirigent vers le sud-ouest. Quant aux essaims localisés à Ivat et périphérie, ils sont désormais dans la commune rurale d'Aboudachim. Les paysans traversent actuellement une très mauvaise passe. Le fléau des criquets survient après le retard enregistré dans la période culturale pour manque d'eau. Fusible, c'est le nouveau mot à la mode dans le sérail des palais d'État quand il s'agit de politique. Pourquoi ? Parce que l'incompétence se conjugue avec le calcul politique. Pour des raisons de politique politicienne, des hautes personnalités du pouvoir en arrivent à jouer avec la vie du peuple. Il est désormais prouvé que des incompétents du régime veulent désespérément un bouc émissaire pour porter le chapeau de leur insuffisance et remanier le gouvernement pour se refaire une belle image de marque. Le ministre Fienena Richard a été limogé ce jour. Le jeu politique est désormais clair. Il fallait absolument faire sauter un fusible et le présenter comme la source de tous les maux dont souffre le pays. Le ministre de l'Énergie vient d'en faire la triste expérience. Il est à parier qu'il n'y aura plus de délestage car l'État va se démener comme un beau diable pour trouver de l'argent, payer les dettes de la Jirama, faire de nouveau tourner les centrales et se montrer comme l'artisan de la victoire contre le délestage. Ce n'est qu'un scénario parmi d'autres, mais il illustre la stratégie politique politicienne. Quand on aura réussi à débouter Fienena Richard, on installera un copain et des copains de copains et hop, on ouvre le robinet et la lumière revient sous les applaudissements de la population. Personne ne devrait s'étonner si d'ici quelques temps, on va annoncer avec la musique habituelle de l'État que l'État a bien trouvé la solution miracle pour sauver Madagascar contre la malédiction du délestage. Il ne s'agit pourtant que d'une simple question d'argent et rien d'autre. On sait depuis toujours que c'est l'État et donc le ministère des Finances et du Budget, donc le HVM, qui s'occupe de chercher de l'argent pour dépanner la société d'État Jirama, y compris payer ses dettes. Or, ce sont ces dettes qui, non payées, sont justement à l'origine des ruptures d'approvisionnement et des coupures de l'alimentation en électricité. Madagascar tout entier gémit et grogne sous les maux du délestage. Le ministère des Finances, très proche du chef de l'État, n'a jamais été inquiété ni mis en cause. Alors que c'est lui qui détient la clé de la caisse pour faire tourner les centrales de la Jirama jusque dans les provinces, alors que c'est lui qui fait vivre la population malgache dans le noir. Il est clair donc pour tout le monde que le ministre de l'Énergie ne joue qu'une fonction ou un pouvoir de tutelle technique de la Jirama. Et c'est lui qui saute comme un fusible et non le ministre des Finances qui est les responsables par qui le scandale du délestage arrive. En clair, le délestage a été une action délibérément perpétrée pour écarter un présumé adversaire politique. On commence à comprendre pourquoi le Mapar et André Rajoelina se lavent les mains sur les agissements de ce régime. Il forme sa première famille politique et ils l'ont porté au pouvoir et ce sont eux qui ont été les premiers trahis au profit du HVM. Il est clair désormais qu'une alliance de Erazonarmampian avec la mouvance Ravalmanan a été alourdie depuis longtemps. Chacun cherche son propre intérêt politique. Beaucoup de députés qui l'ont soutenu l'abandonnent peu à peu. D'autres qui voient comment ils retournent, quittent la HVM pour ne pas se faire mal voir par leurs électeurs. Les forces politiques qui constituent la PMP ou plateforme pour la majorité présidentielle ont proposé Koul Roger comme Premier ministre. Désormais, le Malagas Miaramien qui dispose de 16 députés n'est plus représenté au sein du gouvernement. À l'Assemblée nationale, la PMP n'existe plus. Et voilà, en ce qui concerne ce fusible dont je vous ai fait part.
La vente illicite de médicaments est de plus en plus fréquente comme à Mbouipou et aux alentours. D'après le rapport, seulement 250 pharmacies ont eu l'autorisation de vendre des médicaments contre une centaine de vendeurs illicites que l'on trouve un peu partout. La vente et l'achat de médicaments illicites sont limités par la loi. Pourtant, l'État semble impuissant face à cette situation. Il y Rabiat. La vente et l'achat de médicaments illicites sont illégaux chez nous. Il y avait déjà eu des arrestations à ce propos et des confiscations de ces médicaments. Pourtant, la vente illicite de ces médicaments se poursuit encore aujourd'hui et devient même fréquente. Des questions se posent sur la légalité de l'importation de ces médicaments. Le prix des médicaments illicites sont largement abordables pour la plupart des personnes. L'État s'est déjà efforcé de balancer le prix des médicaments dans les pharmacies pour pousser les personnes à acheter des médicaments dans les pharmacies. Consommer des médicaments qui n'ont pas été évalués et n'ont pas eu d'autorisation de mise sur le marché est un poison pour la population. Un comité interministériel a été mis en place par l'Ordre des pharmaciens, le ministère de Commerce, le ministère de la Justice et la commune pour surveiller de près ces ventes illicites de médicaments. Tout médicament doit subir une évaluation avant d'être mis sur le marché. La population n'est pourtant pas en mesure de vérifier cette conformité. Tout le monde doit alors être vigilant par rapport à ces produits. Et on va reparler de l'Ebola. À part le contrôle des passagers atterrissant sur le sol malgache, le ministère de la Santé semble ne disposer d'aucune stratégie contre la menace sérieuse de la fièvre hémorragique Ebola qui a fait jusqu'ici 4500 morts juste en Afrique de l'Ouest. Reportage de Michel Aran-Radzon. Le contrôle des températures des passagers qui débarquent continue à l'aéroport d'Ivatu. Il est déjà connu qu'un tel contrôle n'est pas fiable. Il est connu que la fièvre Ebola connaît une période d'incubation de 30 jours. Jusqu'ici, Madagascar n'est qu'en phase préparatoire, alors que la fièvre hémorragique a déjà causé la mort de 4500 personnes. Le ministère de la Santé semble se contenter de la méthode Coué et se répéter que Madagascar ne peut être concerné par l'épidémie, ce qui n'est pas certain à 100%. Son arrivée à Madagascar est hautement probable. D'après les informations, jusqu'ici, les mesures prises par le ministère de la Santé restent douteuses. Les 2 vaccins d'origine américaine et canadienne sont jusqu'ici en phase de test. La première personne touchée par l'Ebola hors de l'Afrique, l'infirmière espagnole, a été guérie. Le Sénégal et le Libéria n'ont plus fait état de nouvelles victimes et sont également considérés comme tirés d'affaire par les dispositions prises par leurs responsables. Ce qui n'est pas le cas à Madagascar, dont l'inertie du ministère de la Santé inquiète sérieusement. Quand seront-ils disponibles à Madagascar ? Jusqu'ici, cela ne figure pas parmi les priorités du gouvernement. Et nous allons passer aux actualités internationales. Au Mexique, le siège du Parti de la Révolution démocratique de l'État du Guerrero a été réduit en cendres. Quelques 500 membres de l'aile radicale du syndicat d'enseignants ont incendié hier en signe de protestation. Des manifestants exigent la démission du gouverneur de l'État ainsi que les réponses. Ils exigent donc des réponses après la disparition de 43 étudiants. Reportage. Le siège du Parti de la Révolution démocratique en flammes, incendié par des enseignants en colère. Sur la façade, tagué, le nom du maire d'Iguala, José Luis Abarca, membre de ce parti politique. En fuite, il est recherché par les autorités fédérales soupçonné de lien avec le principal cartel de la région, le Guerreros Unidos. Sa responsabilité dans l'enlèvement de 43 étudiants fin septembre est mise en cause. Selon des témoins, ils ont été emmenés de force le 26 septembre dernier dans une action conjointe de la police municipale et des membres d'un gang. Depuis, plusieurs fosses communes ont été découvertes dans la région, laissant craindre le pire, mais à chaque fois les analyses ADN se révèlent non concluantes. Samedi dernier, les autorités ont voulu montrer que l'enquête avançait, affirmant avoir arrêté le chef présumé du Guerreros Unidos. Mais la population, elle, attend le retour des étudiants. Les manifestations se succèdent, exemple ici mardi à Tixla. À chaque fois, la foule brandit les photos des disparus. Une organisation des droits de l'homme met en cause la bonne volonté des autorités locales. On voit bien que les institutions publiques ne fonctionnent pas, que ce soit dans la prévention des crimes ou surtout aussi dans leur résolution, comme le montre la disparition des 43 étudiants et les 6 meurtres commis lâchement le 26 septembre.
Il y a quelques jours, lors d'une autre manifestation, des étudiants et des enseignants avaient incendié le siège du gouvernement d'État du Guerrero. Depuis, le gouvernement fédéral a pris le contrôle de l'enquête. Il promet une récompense de $100 000 aux personnes qui pourraient fournir une information permettant de retrouver les disparus. Au lendemain du décès accidentel du PDG de Total, Christophe de Margerie, en Russie, Patrick Pouyanné, dirigeant de la branche raffinage chimie du géant pétrolier, a été nommé directeur général du groupe sous la présidence de Thierry Desmarest. Un tandem pour diriger Total, c'est le choix du conseil d'administration réuni ce matin. Thierry Desmarest, président d'honneur, reprend des fonctions de président en binôme avec Patrick Pouyanné, à qui la direction générale du groupe est confiée. C'est une excellente décision. Patrick Pouyanné a fait toute sa carrière chez Total. Je le connais depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a toutes les qualités, toutes les capacités pour être un très bon directeur général de Total. La dissociation des fonctions de président et de directeur général devrait rendre la transition un peu plus facile après le décès brutal de Christophe de Margerie dans un accident d'avion à Moscou lundi soir. Quant au choix des hommes, il n'est pas surprenant, car traditionnellement, le PDG de Total est recruté en interne. Thierry Desmarest était lui-même le patron du groupe jusqu'en 2010. Quant à Patrick Pouyanné, il a 17 ans de maison et était jusqu'à ce matin le directeur général de la branche raffinage chimie. Son nom était d'ailleurs mentionné comme potentiel dauphin de Christophe de Margerie auprès de Philippe Boisseau, même si le patron de Total n'avait pas formellement désigné de successeur. Le choix du conseil d'administration le place désormais en pole position pour devenir, à terme, le nouveau PDG de Total. Mistresses, votre série suivra ce journal ainsi que 2 films, $1 Million Arm et The Purge 2, l'anarchie. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 20h45 sur Cool TV. Au revoir et bonne soirée à tous.